Vous écoutez Parlons Conversion avec Benoît Saint-Laurent. Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de Parlons Conversion. Je m'appelle Benoît Saint-Laurent. Moi, je suis consultant en marketing web. Aujourd'hui, on va parler de publicité locale. Avant que je commence sur le sujet en passant, si vous avez 2 petites secondes pour aller soit sur iTunes, Spotify ou sur YouTube pour vous abonner à la chaîne sur une des plateformes, ce serait super gentil. Ça aide beaucoup parce que ça aide dans l'algorithme et pour nous positionner, etc. Donc, ce serait super apprécié. Ou un petit thumbs up au pire, un petit like sur la vidéo, sur le podcast, ce serait bien gentil. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, on parle de marketing web ou plutôt marketing et entreprise locale. Évidemment, on va parler un petit peu plus de marketing web, mais on n'écarte pas toutes les solutions ici. Donc, ça, c'est vraiment évidemment un épisode qui s'adresse à ceux d'entre vous qui avaient une entreprise locale, c'est-à-dire une entreprise, un magasin pignon sur rue ou une entreprise de service aussi, comme par exemple un cabinet de comptable, des magasins de lunettes, etc. Dans tous les cas, quand vous faites du marketing pour votre entreprise locale, ce que vous cherchez à faire, c'est généralement vous faire connaître par votre communauté. Là où le marketing local se différencie peut-être des autres types de marketing, c'est que c'est un petit peu plus axé sur la proximité, dans le sens où on va mettre l'accent sur l'adresse, la localisation, notamment dans les publicités. Mais aussi les messages puis les types de campagnes, on pourrait dire, sont définitivement un petit peu différents parce qu'on va pas nécessairement amener sur le site web pour acheter. On va plutôt amener les gens à nous consulter. Donc, la mesure des performances de campagne, par exemple, les KPI, les stats à regarder sont peut-être un petit peu différentes dans le sens où il faut être capable de mesurer les bons objectifs, définitivement. Là, bien entendu, lorsqu'on parle de marketing web pour entreprises locales, il faudrait dire qu'il y a deux tendances, mais on dit, il y a 2 formes de marketing qu'on peut faire définitivement. C'est le marketing traditionnel puis le marketing web, bien entendu. Lorsqu'on parle de marketing traditionnel, je fais référence à la radio, à la télévision, le journal, ça existe encore. C'est pas mal les plus principaux. Je pense qu'il y a même aussi les napperons dans certains restaurants, mais ça, on n'en parlera pas aujourd'hui. Je sais pas si ça marche. Ça doit marcher pour certains trucs, c'est sûr. À la fin de la journée, c'est d'avoir le plus de points de communication possible avec son audience. Ça, je vais revenir là-dessus tantôt, justement. Mais on a vraiment ces 2 tendances. Le marketing traditionnel puis le marketing web. Là, évidemment, le but de l'émission ici, c'est pas d'en dénigrer un plus que l'autre, mais en fait, les 2 peuvent marcher ensemble, puis on va en parler plus tard. Mais là, pour l'instant, on se concentre sur le marketing web. Là, je pense à l'entreprise locale qui veut faire du marketing puis c'est sur le web puis qui sait pas quoi faire. Parce que on l'entend souvent, le marketing web, c'est souvent moins cher que le marketing traditionnel. Puis je mets un petit bémol là-dessus parce que ça dépend. J'ai des clients, par exemple, qui font affaire avec certaines radios, qui sont plus des radios communautaires. Peut-être qu'il y a moins d'auditeurs, mais avec une audience définitivement engagée. Puis les tarifs sont quand même vraiment bons. Donc, ça dépend vraiment des types de médias traditionnels avec lesquels vous faites affaire. Mais en général, c'est plus cher. Surtout pour la télé, bien entendu, parce que c'est vidéo, il y a des grosses codes d'écoute, etc. Mais est-ce que ça marche aussi bien que le marketing web? Ça dépend toujours de vos objectifs. Encore une fois, le but ici, c'est pas de dire lequel marche mieux. Mais là, si vous voulez commencer avec le marketing web, là où ça se différencie un petit peu plus, puis c'est intéressant du marketing traditionnel, c'est que c'est beaucoup plus flexible. Il n'y a pas vous devez acheter, mettons, pour 10 000 $ en publicité, qui ça va être sur 6 mois, etc. C'est vous qui décidez un peu quand vous faites votre publicité. Les budgets sont flexibles aussi. Puis il y a plusieurs options devant vous. Définitivement, il y en a beaucoup. Là, évidemment, je m'adresse à ceux qui ont un site web. Pas nécessairement transactionnel, mais qui ont un site web sur lequel vous mettez les informations de votre entreprise. Donc, la première option, en premier lieu, on parle de SEO. SEO, je vous le dis tout de suite, ça, c'est le référencement sur Google. Là, tu sais, les positionnements, dans le fond, sur la première page, 2e page, 3e page, ça joue pour beaucoup, effectivement, sur le trafic du site web, puis bien entendu, les leads, les clients potentiels. Le SEO, on en entend parler beaucoup, puis c'est quelque chose, évidemment, qui existe depuis longtemps, en fait, depuis vraiment longtemps, puis ça change avec le temps énormément. Les stratégies sont tout le temps différentes. Les techniques, Google a des politiques différentes qui font en sorte qu'il faut changer certains trucs. Mais se positionner sur Google et être sur la première page, c'est le fun en maudit. Parce que vous allez aller chercher beaucoup de leads sur votre site web, des leads qualifiés. Puis les gens, on pourrait dire, ils ont confiance en
il y a une certaine crédibilité à être sur la première page. Les gens, puis il y a beaucoup de tests qui se font aussi. Hein. Si vous êtes sur la deuxième ou troisième page, il y a des bonnes chances que les gens ne pensent même pas. Là, les gens vont tout le temps regarder souvent les premiers résultats. Pas juste les publicités, mais aussi les résultats organiques. Donc, c'est vraiment important de se positionner sur les moteurs de recherche. Mais le problème avec ça, avec du SEO, c'est que c'est quelque chose qui prend du temps. Si vous décidez de faire du SEO sur votre site web, là, puis grosso modo, là, parce que là, je vous parle de référencement puis comment positionner, mais comment on fait ça? Il y a plusieurs façons. Mais évidemment, là, le nerf de la guerre, on pourrait dire en SEO, c'est définitivement les mots-clés sur le site web, par exemple, sur vos titres, vos descriptions de produits, même sur vos photos. Il faut avoir des bons mots-clés. Puis là, c'est pas juste de mettre n'importe quel mot-clé, hein, parce que les mots-clés que vous allez choisir, ça, c'est dans le back-end de votre site web. C'est vraiment là, dans les configurations sur chacune des pages, par exemple. Si vous avez un WordPress, je vous suggère fortement d'utiliser Yoast for SEO. C'est une extension qui est gratuite. Il y a aussi une version premium, mais la version gratuite devrait suffire. Puis ça vous permet justement de mettre les mots-clés sur chacune de vos pages, puis sur les titres, puis sur les descriptions, etc. Puis sur les métadescriptions aussi, parce que ça, c'est ce qui ressort sur Google aussi. Donc, tout ça, c'est vraiment important, mais il faut choisir les bons mots-clés aussi, parce qu'il y en a qui ont du volume de recherche, puis il y en a qui n'en ont pas. Ce qui est drôle aussi avec ça, c'est ce qui est assez flagrant souvent, parce que souvent, les gens ont une bonne idée à peu près des bons mots-clés, mais il y a un outil dans Google qui s'appelle Keyword Planner, qui est gratuit, que vous pouvez utiliser pour avoir une idée à peu près de mots-clés qui ont des volumes de recherche ou pas. Mais des fois, c'est drôle. J'avais un client, par exemple, c'était des Français qui avaient fait la campagne pour les clients. Puis une campagne de pub, c'était différent parce que c'est pas pour du SEO, c'est une campagne AdWords, mais quand même, la logique est la même. On va en parler d'ailleurs dans pas long. Puis il y avait des mots-clés français qui avaient été choisis, mais là, évidemment, c'était par rapport à des trucs du genre, puis il n'y avait pas de volume de recherche parce que les Québécois, tapaient le mot-clé différent. Donc, c'est vraiment important de choisir le bon mot-clé. Puis là, évidemment, il y a français québécois, mais il y a un paquet d'autres variables à considérer lorsque vous choisissez ça. Puis après ça, c'est les mettre aux bonnes places sur le site web. Fait que ça, le SEO, c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Il y a aussi d'autres configurations qui sont quand même pas mal importantes aussi. Hein? Il y a la vitesse de votre site web. Il y a la structure du site web aussi, comment il est structuré. Par exemple, si vous avez une page, là, mettons, vous avez une page service. Plutôt que d'avoir juste une page service qui détaille chacun de ceux-ci, c'est bon d'avoir des pages différentes. Comme ça, Google, quand les robots vont voir votre site web, ils vont voir, OK, il y a quand même pas mal de contenu. Il y a une page dédiée sur comptabilité pour entreprise. OK, il y a une autre page dédiée pour comptabilité pour étudiants. OK, il y a quand même Google a plus de facilité à savoir de quoi vous parlez, donc de vous positionner. Il y a d'autres facteurs aussi qui vont jouer. Il y a la vitesse du site web, il y a Google Search Console, il y a l'âge aussi du site web qui est quand même pas mal importante. Le SEO, ça prend du temps. Donc, si vous faites des efforts SEO, si vous engagez une agence ou un consultant ou peu importe pour faire ça pour vous, attendez-vous pas à avoir des résultats du jour au lendemain. Ça prend énormément de temps. Ça dépend encore une fois, par contre, à quel point c'est compétitif là, dans votre secteur. Mais si vous êtes dans un secteur qui est compétitif, c'est pas facile. Vous allez devoir utiliser de plusieurs stratégies pour arriver à vous positionner parce qu'en plus, l'âge du site web est pris en considération aussi dans tous les facteurs de positionnement sur Google. Puis, il n'y a pas juste Google là, aussi, là, évidemment. Il y a Bing, puis il y a les autres, là, mais je pense que 90%, 92% utilisent Google. Donc, utilisons Google. Ceci étant dit, définitivement, l'avantage avec le SEO, c'est que c'est techniquement gratuit dans le sens où il n'y a pas de frais publicitaires à vous positionner sur Google, à moins que vous fassiez utiliser AdWords, mais là, c'est une autre histoire. Donc, ça, c'est le gros avantage. Mais le désavantage avec ça, c'est que ça prend du temps. C'est que ça prend énormément de temps. Puis j'ai une bonne allusion pour vous après. On va parler tout de suite de publicité en ligne. Puis là, je vais parler, avant même de parler de Facebook, je vais parler de Google parce qu'on vient de parler des SEO. Et là, il y a une chose qui est quand même assez similaire à ça, qui vous permet de vous positionner aussi très rapidement, qui marche bien aussi, mais qui est de la publicité. Ça s'appelle Google Ads. Dans le temps, Google Ads Keywords, il n'arrête pas de changer, mais dans le temps, on appelait ça AdWords. Le classique, là, le terme, là, c'est AdWords. Là, maintenant, c'est Search Ads. Mais grosso modo, on met de l'argent sur certains mots-clés sur lesquels on veut se positionner. Puis là, notre publicité est presque pareille à un résultat organique. Dans le fond, les gens voient un petit sponsorisé à côté. Puis évidemment, Google le change à travers le temps. Puis ça, c'est bien aussi parce que les gens, ça rafraîchit un peu là, les types de publicité. Puis ça donne un look beaucoup plus interactif. Puis dans le fond, c'est ça, ça vous permet de vous positionner directement sur la première page avant tout le monde. Mais si quelqu'un clique sur votre publicité, vous payez au clic. Ça, c'est une autre chose qui est intéressante aussi. Vous payez pas au nombre de vues, mais bien au nombre de clics. Donc là, il y a du monde qui va dire, c'est super, on peut sauver de l'argent
au bout de si les gens cliquent pas, mais c'est pas bon si les gens cliquent pas non plus. On veut quand même apporter les gens sur notre site web. Hein? Donc, c'est pas de la publicité gratuite non plus. Chose certaine, c'est qu'on paye au clic. Là, la façon que ça fonctionne avec les coûts par clic, ça dépend à quel point votre mot-clé est compétitif. Donc, par exemple, si vous êtes dans le domaine des assurances, tout dépendant des mots-clés sur lesquels vous compétitionnez, là, mais des fois, ça peut aller jusqu'à 40 $ du clic. Là, c'est incroyable. Mais ça, c'est vraiment un gros exemple là, exagéré que je vous donne. Mais généralement, ça va se situer, ça peut être du 50 cents par clic, ça peut être 1 $, 2 $, 3 $. Ça dépend à quel point c'est compétitif. Dans le médico-esthétique, par exemple, vu que c'est un domaine où il y a un bon retour sur investissement aussi sur les prises de rendez-vous, bien sûr, les coûts par clic sont quand même chers. Mais c'est ça qu'il faut comprendre aussi quand vous faites de la publicité sur Google Ads. Tout dépendant du retour sur investissement de ce que vous vendez, c'est là qu'on peut mesurer si les publicités fonctionnent ou pas. Faut pas après une semaine, il ne faut pas abandonner nécessairement. Ça prend un petit peu plus de temps parce que des fois, on vient de partir des campagnes, c'est de déterminer quels mots-clés sont les bons, etc. Mais c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. On choisit des mots-clés, puis après ça, on référence sur ceux-ci, puis on peut allumer ou fermer les pubs quand on veut. Vraiment intéressant quand on n'a pas un bon référencement sur Google parce que là, boum, on peut se positionner en premier avant tout le monde. Mais avant de faire du Google Ads, moi, ce que je suggère toujours, c'est d'avoir un site web qui donne les bonnes informations et qui est prêt pour la conversion, que ce soit pour un achat, qu'une prise de rendez-vous ou simplement pour donner de l'information. Il faut s'assurer que votre site web est optimisé parce que là, vous mettez de l'argent pour être là, puis les gens vont payer pour arriver sur votre site web. Donc, on veut une certaine rentabilité derrière ça. Alors, il faut mettre les balles de son côté, des balles dans son camp, comme on dit, puis avoir un site web qui est vraiment optimal. Mais ça, c'est le même pour pas mal tous les types de publicité aussi, là, on s'entend. Mais définitivement. Parce que c'est beau de se positionner, mais il faut, savoir si votre offre a fait du sens aussi, puis deux, si le retour sur investissement est intéressant. Donc, pour ce qui est de la publicité avec Google, c'est ça. Fait que dans le fond, là, l'allusion que je voulais vous donner, la fameuse allusion ou métaphore, je sais pas. OK, du SEO, c'est comme planter du riz dans son jardin. C'est techniquement gratuit ou vraiment pas cher, mais tu le fais toi-même. Ça prend des efforts humains pour que le riz pousse puis que vous puissiez le manger. Parce que vous êtes allé dans le jardin, puis vous avez labouré, puis en tout cas, tout le kit. Tandis que AdWords, c'est comme acheter du riz Uncle Ben à l'épicerie. C'est instantané, mais tu payes pour. Fait que c'est un petit peu comme ça l'allusion entre les deux. Fait que je sais qu'il y en a beaucoup qui se mélangent entre AdWords, mettre de l'argent sur les mots-clés versus le référencement. Mais c'est un petit peu ça la différence. C'est que du référencement, c'est ça, c'est du travail toi-même. Puis c'est des configurations, c'est des actions concrètes faites sur le site web ou de l'ajout de contenu, peu importe, qui fait en sorte que vous allez mieux positionner. Tandis qu'AdWords, direct, c'est le riz Uncle Ben qu'on achète à l'épicerie. 2 minutes dans le micro-ondes, c'est prêt. Ensuite, en termes de publicité, on a aussi la publicité sur Facebook, bien entendu, qui est en fait Google puis Facebook. Lorsqu'on parle de publicité en ligne, c'est pas mal les deux plus gros, bien entendu. La différence avec Facebook ici, avec Google, ce qui est intéressant, une petite dernière parenthèse, là, c'est qu'on rejoint des gens qui sont conscients de leurs besoins. Ça, c'est important de se rappeler ça. C'est vraiment, vraiment important de se rappeler ça parce que c'est un petit peu pour ça, des fois, que le coût par clic est un peu plus cher aussi comparativement à Facebook, par exemple. Si vous faites des campagnes sur les deux plateformes, vous allez le voir. Il y a des chances, des fois, c'est pas tout le temps le cas, bien sûr, là, mais il y a des chances, des fois, que Google, ce soit un petit peu plus cher par clic. Mais après ça, tu regardes le coût par conversion. Des fois, c'est peut-être le même ou moins cher, c'est tout dépendant. Donc, ça, c'est tout à prendre en considération. Mais avec Google Ads, les gens sont conscients parce qu'ils tapent quelque chose, ils savent déjà qu'est-ce qu'ils veulent. La job d'éducation pour leur dire c'est quoi ton produit ou etc. Pas besoin de le faire. Les gens ils savent déjà un petit peu qu'est-ce qu'ils veulent. Fait souvent, c'est dans une étape, par exemple, de comparer des produits ou il y a un paquet de phases, on pourrait dire, dans le processus de recherche puis d'achat qui sont décortiquées, puis on peut faire des campagnes en fonction de ça, mais c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Tandis que sur Facebook Ads, là, c'est un petit peu différent. On rejoint les gens par l'entremise du targeting, du ciblage publicitaire. Puis on le sait tous, sur Facebook, le ciblage publicitaire il est extrêmement précis. Donc, c'est différent un petit peu. C'est définitivement différent un petit peu. Puis là, la publicité sur Facebook, la façon que ça fonctionne, on rejoint, c'est ça, comme je vous dis, selon votre... Évidemment, ça vous prend une page Facebook, puis après ça, vous créez votre compte publicitaire, puis vous pouvez faire de la publicité. Puis là, il y a différentes audiences que vous pouvez cibler, bien sûr. Vous pouvez juste cibler les fans de votre page, par exemple, si vous voulez vraiment quelque chose de plus... vous courez à plus court budget, puis vous avez quand même un bon following. C'est définitivement quelque chose qui est super bon. Tu sais, j'en connais beaucoup de pages d'entreprises locales, tu sais, 5 000, 10 000 likes, peu importe, puis ils font pas beaucoup de pubs, ils aimeraient ça commencer. Si vous voulez voir si la pub fonctionne bien, c'est une bonne façon pour vous de commencer. C'est, faites au moins vos publications.
Promouvez-les. En anglais, c'est promote, mais en tout cas, sponsorisez-les, tiens, aux fans de votre page. Puis vous allez voir, ça donne des résultats vraiment intéressants. Par contre, il faut se rappeler d'une chose là, c'est un public cible warm, que j'appellerais, on appelle ça warm dans le sens où ils connaissent déjà votre marque. Donc, il n'y a pas le travail d'éducation, il n'y a pas à faire là. Donc, c'est normal que si vous mettez, par exemple, l'argent pour rejoindre les fans de votre page, puis après ça, vous essayez une campagne, puis rejoindre des personnes qui connaissent pas encore votre entreprise, puis là, ça marche pas, vous êtes comme, ben là, voyons donc comment ça. C'est deux publics cibles quand même différents. N'oubliez pas qu'on s'adresse à du monde qui connaissent déjà l'entreprise, un petit bémol. Mais définitivement que ça vaut la peine. Donc, sur Facebook, on y va vraiment à la publicité en fonction du targeting. Puis là, il y a plusieurs options que vous avez devant vous autres quand vous allez faire des campagnes de publicité. Mais ici aussi, on choisit le budget, on choisit le début des campagnes, la fin des campagnes, les types de publicité. Puis là aussi où ça se différencie de Google énormément, c'est que les publicités, c'est pas juste du texte. Avec Google, là, du moins Google en search, je parle pas de YouTube ou quoi que ce soit, mais pour ce qui est de search ads, avec les mots-clés, le classique, définitivement que là, c'est juste des textes, puis il n'y a pas de vidéo, c'est moins multimédia, on pourrait dire, c'est moins riche en contenu. Tandis que sur Facebook, on peut choisir des vidéos, des images, on peut tester différents créatifs et tout. Donc, c'est quand même pas mal mieux de ce côté-là, mais on s'adresse encore une fois à des personnes qui n'ont pas nécessairement besoin de notre produit, mais qui font partie de notre public cible, donc ils auront peut-être besoin de notre produit. Alors, c'est pour ça que c'est intéressant. Quand vous faites de la publicité sur le web, peu importe les plateformes que vous choisissez, si vous en avez jamais fait, moi, si je peux vous donner un petit conseil, ce serait d'essayer les deux. Là, ce qui est plate, c'est qu'évidemment, ça prend plus de budget parce qu'on essaie deux plateformes différentes. Si vous vous dites, moi, j'ai 500$ à mettre ce mois-ci sur ma publicité, déjà, c'est pas beaucoup. Ben là, à ce moment-là, je vous suggère de peut-être juste choisir une plateforme. Mais si on monte dans les milles et tout, là, à ce moment-là, définitivement que ça vaut la peine de tester deux plateformes différentes. Puis, des fois, c'est de faire aussi au début les campagnes par un professionnel, par exemple, pour un certain mois. Puis après ça, si vous avez une certaine aisance avec le marketing web, vous pouvez les gérer par vous-même. Il y a plusieurs trucs qui peuvent se faire, mais graduellement, définitivement, si vous voulez commencer, moi, j'essaierai sur les deux plateformes différentes parce qu'il y a deux réalités différentes. Un ciblage super précis sur Facebook, puis un public cible qui sait pas mal qu'est-ce qu'il veut sur Google. Fait que c'est un petit peu ça, là, l'avantage puis le désavantage. Pas des avantages, en fait, là, mais les réalités de chacun, en fait. C'est pas mal ça, là, les réalités de chacun. Ça, c'est pour la publicité en ligne. On pourrait faire, bien entendu, là, c'est une chose qui est certaine, c'est que je vais faire d'autres épisodes plus poussés, par exemple, sur juste la publicité sur Facebook pour entreprises locales ou encore une fois, publicité Facebook, Google juste pour entreprises locales. Ça, il y a peut-être un petit peu moins de choses à dire là-dessus de ce côté-là. Mais en tout cas, il y a définitivement d'autres aspects intéressants. Puis probablement que dans un prochain épisode, peut-être, je sais pas dans quel ordre que vous allez les écouter, mais bientôt, je vous prépare un épisode spécial YouTube, publicité YouTube pour entreprises locales. Comment, en fait, le nom de l'épisode, probablement que je vais l'appeler plus comme comment faire de la publicité à la télé pour absolument pas cher, parce que c'est un petit peu ça que c'est. Sur YouTube, on peut... Tu sais, il y a beaucoup de gens qui utilisent Chromecast, dont moi présentement, mais pas en ce moment, mais en tout cas, d'habitude. Puis ça marche vraiment bien parce que souvent, on voit les pubs là-dessus. Puis moi, je suis au Portugal présentement, donc c'est cool parce que je vois les pubs locales. Puis une chose que je remarque, c'est que c'est beaucoup de publicité dans la compagnie des multinationales qui le font. Mais les entreprises locales, il n'y en a pas beaucoup. Pourtant, c'est super facile à faire. C'est vraiment pas compliqué. Donc, je vais définitivement faire un épisode juste là-dessus. Mais là, si on revient aux autres formes de publicité pour une entreprise locale. On a pas mal fait le tour, en fait. Puis Facebook et Google, je vous dirais que c'est pas mal les plus grosses principales. C'est sûr qu'il y en a d'autres. Puis vous pourriez essayer TikTok, il y en a vraiment un paquet. Mais je pense que généralement, puis quand je dis Facebook, n'oubliez pas qu'on inclut Instagram là-dedans. Ça, c'est vraiment important de s'en rappeler. J'aurais peut-être dû le mentionner au début. Il y en a beaucoup qui ne le savent pas, mais Facebook et Instagram, c'est la même plateforme dans le sens où c'est les mêmes propriétaires. Donc, lorsque vous faites de la publicité sur la plateforme Facebook Ads, automatiquement, vous faites votre publicité sur Instagram aussi, à moins que vous décochiez Instagram. Mais ça, c'est un placement publicitaire. C'est même pas deux plateformes différentes. Donc, on inclut les deux en même temps. Après ça, là, on parle d'acquisition de nouvelles clientèles. Puis il y a d'autres façons, là, mais là, je donne mes principales. Lorsqu'on parle de rétention de clientèle actuelle pour le marketing web, moi, je pense que les deux bonnes formes, la meilleure, définitivement, c'est l'infolettre. Après ça, on a les médias sociaux. Puis là, quand je dis médias sociaux, ça exclut la publicité en ligne. Parce que lorsque vous utilisez Facebook ou Instagram, soit vous faites de la pub ou vous publiez une publication. Si vous publiez votre publication, vous rejoignez les fans de votre page.
Puis souvent pour les entreprises locales, du moins souvent, les fans de la page, c'est des personnes qui sont déjà clients, ont déjà été clients, peu importe, ou qui connaissent quand même l'entreprise. Donc ça, c'est souvent le cas. Donc, on s'adresse quand même, c'est pour ça que je parle de rétention de clientèle, parce que c'est des personnes qui ont peut-être probablement déjà fait affaire avec vous dans le passé. Tandis qu'avec l'infolette, c'est un peu la même chose. C'est des courriels que vous avez récoltés, soit en magasin ou peu importe la façon, en faisant des concours, peu importe, mais on s'adresse à une clientèle déjà existante. Est-ce que ça marche encore, ça, d'ailleurs, le emailing en 2021, aujourd'hui? Ça, c'est la question que je me fais tout le temps poser. Puis pour les entreprises locales, surtout pour les entreprises locales, c'est quelque chose qui fonctionne vraiment bien. Encore une fois, ça dépend aussi de votre industrie, ça dépend d'un paquet de trucs. Par exemple, si vous avez une entreprise de comptabilité, un bureau de comptable, puis que vous commencez à faire de l'infolette dans un moment de l'année où c'est pas occupé, mais c'est sûr que l'infolette, ça marchera pas. Mais ça reste tout de même que oui, en 2021, aujourd'hui, c'est une super bonne façon de communiquer, la meilleure probablement de communiquer avec votre clientèle existentielle. Pourquoi je dis que c'est la meilleure, par contre? Parce que c'est fort simple. On va comparer, par exemple, médias sociaux et infolette. Parce on l'a décidé il y a quelques secondes, c'est pas mal nos deux plateformes essentielles pour rejoindre notre clientèle existante pour une entreprise locale. Avec les médias sociaux, lorsque vous publiez, le problème, c'est que, peut-être que plusieurs d'entre vous le savez déjà, si ça fait longtemps que vous gérez une page, vous avez vu la différence à travers le temps, vous rejoignez pas tout le monde lorsque vous publiez. Vous rejoignez seulement une partie. En fait, là, c'est à peu près 5% des fans de votre page que vous rejoignez lorsque vous faites une publication sans la booster. C'est vraiment pas beaucoup de personnes, ça, là. Puis c'est Facebook qui décide qui va voir la publication. Dans le fond, il y a un algorithme derrière ça, puis un paquet de facteurs qui sont pris en considération. Puis on va avoir un épisode qui va parler de ça aussi. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que votre publication n'est pas vue par tout le monde. Donc, mettons que vous avez un rabais à annoncer ou quelque chose comme ça, puis vous savez que tous vos clients existentiels raffolent sur ce rabais-là. Il y a des chances que si vous faites juste une petite publication avec, ben, il reste pas tout le monde qui va le voir. Tandis que le courriel, en plus d'être une plateforme vraiment pas chère, des fois même gratuite, là, tout le monde reçoit le courriel, ou à peu près. Puis là, c'est beaucoup plus personnalisé aussi dans le sens où la personne, une fois qu'elle ouvre son courriel, il y a beaucoup plus d'informations qu'on peut partager. Je dis pas qu'il faut en négliger un plus que l'autre. Je pense que les deux sont autant importants. Mais si vous voulez faire la bonne rétention de clientèle, moi, c'est les deux plateformes que je vous suggère. Les médias sociaux, votre page Facebook ou Instagram, peu importe, mais les comptes que vous utilisez. Et l'infolettre. L'infolettre, vraiment pas négligée. Donc, encore aujourd'hui, c'est super pertinent de mettre en place des stratégies pour obtenir des courriels, puis de prendre le temps de faire l'infolette. Puis faire une infolette, là, c'est pas aussi non plus vous n'êtes pas obligé d'en faire une à chaque semaine. Ça peut être une fois par mois, ça peut être une fois par 2 mois, ça peut être saisonnier, ça peut être une fois de temps en temps, mais je vous suggère fortement de commencer à essayer, surtout si vous avez récolté déjà un paquet de courriels puis vous savez pas quoi faire avec. Avec la bonne stratégie en place, là, vous pouvez faire comme ils disent en anglais, là, you can make a killing with that. C'est parce que c'est votre clientèle qui vous connaît déjà. Puis moi, je le vois avec mes clients existants, puis des fois, j'ai des nouveaux clients, puis là, ils m'expliquent je fais encore de l'infolette, mais ils font pas des fois de la publicité, puis ils se disent est-ce que je fais encore la bonne chose? Moi, je leur dis toujours tu continues à faire ton infolette comme il faut, puis même qu'on va peut-être éventuellement collaborer là-dessus ensemble, mais ça va en partenariat définitivement, ou du moins en harmonie avec les campagnes de pub qu'on va mettre en ligne, puis tous les efforts marketing. Tu sais, vous, pour votre entreprise locale, peu importe le channel ou la plateforme que vous utilisez, l'important de la stratégie, c'est d'avoir de plus de points de communication possible avec votre clientèle cible. Donc, là, ça commence à être intéressant si vous avez un bon référencement sur Google, comme ça, les gens vont arriver sur votre site. Ils vont arriver sur le site, ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils vont acheter, ils vont quitter. Puis là, éventuellement, ils vont oublier, puis après ça, ils vont se dire c'est vrai, j'avais besoin de telle affaire. Puis là, finalement, boum, ils voient une publicité de vous sur Facebook. Puis là, ben oui, c'est vrai, j'avais oublié. Puis là, après ça, conversion. Ou, une fois que la personne elle a converti, devient un client. Là, après ça, on n'entend plus parler d'elle pendant un petit bout de temps. La personne, je sais pas, déménage à Montréal ou peu importe. Puis elle revient en Outaouais. Puis là, finalement, elle ouvre un de ses courriels. Puis elle reçoit un courriel de votre entreprise. Puis, ben c'est vrai, je vais faire affaire avec eux autres. Fait que c'est un peu ça, dans le fond, c'est d'avoir le plus de points de communication possible sans être achalant non plus, pour convertir. Puis après ça, c'est d'être sur ces bons endroits-là. Donc, on a SEO, référencement organique sur Google. On a la publicité en ligne. On a les médias sociaux et l'infolette. Je les mets ensemble parce que c'est un petit peu comme la rétention de clients, on pourrait dire. Ça, c'est pour le marketing web, je vous dirais que ça fait pas mal le tour là, des outils
pour une entreprise locale, des plateformes pour une entreprise locale, pardon, que je vous suggère d'utiliser parce qu'après ça, il y en a d'autres, mais c'est pas nécessairement les plus... parce que vous voulez être là où votre public cible est aussi, hein. Donc, c'est pour ça que sur Facebook et Instagram, c'est un winner. Google, définitivement un winner, etc. Il y a aussi des sites de référence puis annuaires qui pourraient peut-être être considérés comme du marketing web, mais j'embarquerai pas là-dedans parce que ça dépend des régions où vous êtes. Tu sais, Kijiji, par exemple, c'est quelque chose qui peut être utilisé pour du marketing web. Il y en a beaucoup qui le font dans l'immobilier, notamment, ou les vendeurs de voitures aussi. Je sais que c'est quelque chose qui fonctionne, mais on n'en parlera pas aujourd'hui parce que c'est pas vraiment le but de l'émission de promouvoir ce genre de site-là. Après ça, on a d'un autre côté, là, on vient de parler de marketing web. Pour conclure le tout, je vais parler un petit peu de marketing traditionnel. Après ça, on va enchaîner avec notre invité d'aujourd'hui parce que je ne l'ai pas mentionné, mais on a une invitée, la reine du marketing web pour entreprises locales. Avant de parler de ça, on va finir avec le marketing traditionnel. Donc, on vient de parler marketing web. Après ça, pour le marketing traditionnel, vous pouvez faire soit, comme je le disais, la radio. La radio, ça dépend toujours d'un peu là, de votre de la région où vous êtes, mais des fois, il y a des radios communautaires qui peuvent être assez intéressantes, avec un public cible assez intéressant. En fait, juste vous assurer, le problème avec le marketing traditionnel, comme la radio, la télé, ou etc., c'est qu'on ne peut pas non plus mesurer les conversions. Avec un site web, mettons pour une prise de rendez-vous, par exemple, on peut mesurer d'où provient la prise de rendez-vous. Tandis qu'avec la télé, c'est sûr que la personne peut dire « Ah, je vous ai vu à la télé ou je vous ai entendu à la radio ». On va l'entendre souvent, mais on ne peut pas le mesurer aussi précisément qu'avec le web. Donc, c'est important quand vous choisissez le média de vous assurer de communiquer à un bon public cible, de le rejoindre précisément. Parce que si vous allez trop large aussi, probablement que ça ne fonctionnera pas. Puis communiquer le bon message aussi, c'est pas juste le média qui va déterminer si ça va fonctionner ou pas, c'est aussi le contenu, c'est aussi l'offre que vous mettez de l'avant. Puis ça, c'est beaucoup de monde qui oublie ça. Mais ça, c'est bien important. Fait que si vous faites une promotion, une grosse promo, puis que vous faites de la pub à la radio, sur le web, etc., il y a des bonnes chances que ça marche bien si la promo est bonne parce que les gens vont en avoir entendu parler. Si vous avez une entreprise qui est déjà bien connue parce que vous avez un bon branding, puis que vous faites une publicité à la radio, eh bien, les gens vont se rappeler de vous. Donc, c'est un petit peu ça. Fait que pour le marketing web traditionnel, c'est ça, on a parlé un petit peu en début d'émission, mais c'est ça, on a pas mal la radio, la télévision et puis les napperons au restaurant. Donc, voilà. OK, là, maintenant qu'on sait quel genre de stratégie on peut faire pour notre marketing web et pour le traditionnel d'une certaine mesure, j'ai une invitée pour vous aujourd'hui qui va nous parler un peu de son parcours. Puis là, c'est vraiment intéressant parce qu'elle, Josée, ça fait longtemps qu'elle est en affaires, elle a plusieurs entreprises, honnêtement, elle en a vraiment beaucoup. Puis moi, honnêtement, pour vous le dire, en fait, je travaille avec Josée depuis un petit bout de temps, puis elle a passé à l'œil du dragon. Elle a des entreprises de e-commerce, donc elle sait la réalité entre le e-commerce puis les entreprises locales. Puis dans le coin de Val-d'Or et tout, Josée est très, très, très connue. Donc, définitivement, son marketing local fonctionne vraiment bien. Puis, c'est pour ça que je suis content de l'avoir pour l'entrevue parce qu'elle va pouvoir nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne de son côté. Puis, quoi faire pour son marketing local? Qu'est-ce qui est important? Puis, le côté humain derrière ça aussi. Il y a un paquet de choses à considérer qui sont pas juste techniques. Puis, son expérience va être vraiment utile pour vous. J'espère que vous allez apprécier. Bon, aujourd'hui, mon invité pour nous parler de marketing web et entreprise locale, je pense que je pourrais pas trouver mieux. Elle est propriétaire de 5 commerces, pas moins de 5 commerces, dont un d'entre eux, Saint-Hubert, on fait 40 000 commandes pour ceux-ci. Elle est finaliste dans l'émission, elle a été finaliste dans l'émission Dans l'œil du dragon. Elle est docteur, maman dévouée. Puis je serais pas surpris que la nuit à Val-d'Or, elle se mette une cape et qu'elle combatte le crime dans les nuits de Val-d'Or. Mesdames et messieurs, Josée Parent. Bonjour Benoît. Eh bien, comique. Comment ça va? Ça va très bien. Good. Explique-nous, Josée, vite fait, là, parce que là, je viens de dire, c'est ça, tu as 5 entreprises, mais ce serait bon de savoir un peu quel genre d'entreprise que tu as pour nos auditeurs pour qu'ils comprennent un peu les industries dans lesquelles tu baignes. Ben, moi, j'ai commencé, je te dirais, en 2010, donc ça fait une dizaine d'années, avec De Fil en Pétales. De Fil en Pétales, c'est une entreprise qui fait des perles avec des pétales de fleurs. C'était une tradition millénaire qu'on avait ça vient du côté latin, là, du côté Europe, Espagne et France. Et ils faisaient des chapelets avec des perles de pétales de rose. Donc, pour ceux qui connaissent un peu de l'anglais, là, rosary qui est chapelet, ben, c'est parce que ça venait des pétales de rose. Les religieuses faisaient
faisait des chapelets quand les gens décédaient, quand les gens se mariaient. Et puis, les bonnes sœurs ont amené ça ici au Québec. Ça fait peut-être 300 ans que cette tradition-là existait, mais avec le déclin de la religion, ben, c'est une tradition qui est en train de se perdre. Et quand ma mère est décédée en 2010, ben là, je trouvais plus de religieuse pour faire le chapelet souvenir que nous, traditionnellement, on faisait dans la famille. Et puis, j'ai fini par trouver une religieuse qui en faisait, qui me l'enseignait. Et j'ai ramené ça à Val-d'Or, j'en faisais pour les amis, puis de bouche à oreille, ça s'est su que le docteur dans le village faisait des chapelets. Donc après ça, ils m'ont demandé des colliers, des boucles d'oreilles, ça s'est su dans les villes aux alentours. Et puis rapidement, ben là, ça a devenu que les gens passaient à Val-d'Or, laissaient leurs fleurs à travers mes dossiers médicaux. Il y en avait partout. J'étais rendue avec 7 employés dans le sous-sol à la maison. Là, mon chum, il m'a dit, là, le petit hobby, ça va faire, tu vas me sortir ça de la maison. C'est plus un lit, c'est ça? Non, c'est ça. Alors, je me suis ramassée à l'émission Dans l'œil du dragon parce que je n'avais aucune connaissance en affaires. Puis monter une entreprise, c'est quand même... pour donner une certaine continuité au niveau du salaire, de loyer. Il faut que je structure ça. Donc je me suis dit, ben tiens, je vais aller à l'émission Dans l'œil du dragon. Et puis, c'est un des dragons, Serge Beauchemin, qui m'a pris un peu sous son aile. Il n'a pas financé, il n'a pas embarqué dans l'entreprise. Par contre, il m'a donné ce qui était de plus précieux, c'était des conseils. Et puis, il me fait rentrer aussi dans le réseau M, le réseau mentorat. Et maintenant, j'ai un mentor qui me chapeaute et qui m'aide au niveau de la structure entrepreneuriale. Et ça a amené au fait parce que je suis médecin aussi, comme mon deuxième hobby. Et puis... là, j'ai été capable d'évaluer, de rentrer un appareil extrêmement dispendieux à laser pour faire de la médecine dans notre cabinet avec le laser. Donc, j'ai été capable de faire des plans d'affaires, 1 an, 2 ans, 3 ans, bon scénario, mauvais scénario. Et ça m'a permis... Oui, parce que c'est des machines qui coûtent cher, hein, c'est ça? Extrêmement cher. C'est pour ça que, en général, les médecins ne sont pas des gens d'affaires, fait qu'ils ne vont pas le faire. Vont pas rentrer ces appareils-là. Mais en alignant les chiffres dans un plan comptable, j'ai compris qu'il pouvait avoir une certaine rentabilité. Puis nous, ben, un certain plaisir de pouvoir offrir des soins supplémentaires à la clientèle. Puis cet appareil-là ne faisait pas que de la médecine, mais faisait aussi de la médico-esthétique. Fait que tranquillement, on a développé le côté affaires aussi en médico-esthétique pour offrir un offre de service plus complémentaire à la clinique. Puis là, ben, tout ça a fait que en agrandissant l'offre de service, ben là, la clinique était trop petite, donc on est obligé un grand bonheur de construire un bâtiment. Donc là, est arrivée la compagnie de gestion et on a placé toutes ces entreprises-là là, sous le même toit. Mais la clinique médicale, Aphrodite, la clinique médico-esthétique de Fil en Pétale. On s'est tous envenus sur le même toit. Puis là, on a construit un bâtiment, puis ça nous permet de faire une belle offre de service à notre clientèle abitibienne. Donc, dans le fond, on a une entreprise de Fil en Pétale où on vend, dans le fond, là, carrément là, des bijoux, carrément. On pourrait dire bijoux funèbres. Est-ce que ce serait le bon terme? Ben, en fait, c'est qu'on est dans c'est plus l'événementiel. Que ce soit des mariages, des naissances. Okay. Mais au début, c'était que dans le funéraire parce que c'est comme ça que j'avais développé, ben, en fait, c'est comme ça dans notre famille. Là. Les gens décédaient, puis quand le cercueil sortait de l'église, ben, tout le monde prenait 3 roses sur le bouquet, sur la couronne funéraire, puis on allait voir les sœurs qui nous faisaient notre chapelet souvenir. C'est moi, grand-père décédé en 73, la seule chose que j'ai de souvenir de grand-papa, c'est le chapelet avec les pétales de roses, des roses de son cercueil. Wow, c'est quand même beau storytelling, définitivement. Puis, puis on a ça, mais on a aussi, à part de ça, on a aussi le médico-esthétique. Par exemple, on a Aphrodite, on a Urogynéco. Puis dans le fond, on est en train de se bâtir un petit empire autour de ça. Puis plein de petites entreprises autour. Définitivement, t'as pas le temps de rester de tourner les pouces, définitivement. Puis dans le fond, que tu as commencé quand exactement en affaires? En fait, je sais pas si on peut dire ça faire en affaires, mais en 2010, on a commencé de Fil en Pétale, on faisait ça dans mon sous-sol, on a fait ça peut-être pendant 3 ans, jusqu'à temps que on avait des proportions là, qui fonctionnaient plus. Puis quand on est passé à l'émission Dans l'œil du dragon, ben, c'est là qu'on a eu la commande des Rôtisseries Saint-Hubert. Donc, c'est les 115 franchisés qui nous ont commandé 40 000 colliers pour offrir pour la fête des mères. Donc, on était dans 3 provinces, l'Ontario, Québec, Nouveau-Brunswick. Puis là, ben, ça nous a fait aussi un coup de pub incroyable parce que là, les gens
qui ont passé au Rotisserie Saint-Hubert pour la fête des mères recevaient un collier fait avec une perle de pétale de rose. Puis ça aussi, là, ça avait été un défi. Là, avec le nombre d'employés que j'avais, de pouvoir livrer en 5 mois 40 000 colliers. C'était tout un système d'organisation qu'on a développé. qu'on a réussi là, à faire la livraison. On était bien fiers de ça. Là. Puis, dis-moi, c'est quand même beaucoup d'entreprises qui réussissent bien, puis beaucoup un beau success story. Qu'est-ce qui expliquerait le succès derrière ça? Je sais que c'est une question facile, mais ou du moins une question très large aussi, mais qu'est-ce qui explique ce succès-là, selon toi? Ben, la recette, je pense que la première chose, c'est que ce ne soit pas un travail. Moi, partout ce que je suis ici, là, tout le monde me dit, mon Dieu, le docteur est donc bien de bonne humeur, elle rentre avec un gros sourire, j'aime ce que je fais. Fait que qu'importe que je sois de l'autre côté en train de rouler des perles pour faire des pétales des perles de pétales de fleurs, que je sois dans le marketing de l'autre côté, que je sois dans la comptabilité, que je sois en train de faire un pep test, que j'adore ce que je fais. Fait que ça, c'est la première affaire. Si vous n'aimez pas ce que vous faites, ça ne marchera pas. Ouais. Il faut développer un intérêt pour tout. Il faut se renseigner, il faut être curieux. Puis l'équipe. L'équipe, là, c'est souvent dit, mais c'est tellement ça. Puis si tu te mêles pas avec ton équipe, ben la complémentarité n'est pas là. Fait que, je pense notre plus gros succès quand on fait du marketing Facebook, là, c'est que je suis capable de comprendre une partie de ce que toi tu fais. Puis toi, j'ai réussi à t'expliquer ce que moi je fais avec mes lasers, ce qui fait que tu as une connaissance médicale, que c'est le partage d'informations qui fait la force. Là. Tout à fait, oui. Puis quand on a commencé ensemble, ça fait quand même longtemps qu'on a commencé à travailler ensemble. On a commencé au début, c'était la consultation, puis finalement, ça a été carrément un takeover, on pourrait dire, des campagnes de publicité. Puis ça fait quand même un bout de temps aussi que tu utilises, avant même qu'on se connaisse, que tu étais sur les médias sociaux, que tu faisais déjà beaucoup de marketing différents. Là, on pense maintenant qu'on comprend un petit peu tes multiples entreprises puis tes multiples chapeaux. Marketing web et entreprise locale, ou du moins marketing en général. On va commencer marketing en général et entreprise locale. Moi, j'ai une nouvelle entreprise, là, puis je veux faire du marketing. Qu'est-ce que les gens ont devant eux pour pouvoir se faire voir davantage? Puis je fais vraiment référence à tout. Là. Selon toi, c'est quoi les channels les plus importants, les principaux du moins? Ben, la première chose, c'est de comprendre ton marché puis comprendre les besoins des gens. Donc, si tu vends des choses qui vont répondre à un besoin puis que tu es assez unique, puis que tu penses d'avoir une solution unique, genre un élastique là, qui peut tenir une tasse à café entre 2 bas d'auto, versus une coiffeuse qui a certainement de la compétition à même la ville, puis c'est pas le service est quand même offert, versus le prix aussi de vente de ton produit. Donc, si tu vends des choses moins chères versus des forfaits à plusieurs milliers de dollars, ou si tu vends des véhicules, tu ne vas pas approcher ton marketing de la même façon. Donc, il y a cette analyse-là à faire parce que tu as les médias sociaux, tu as les infolettres, tu as de la pub à la télévision, tu as la radio, il y a puis juste sur Internet, là, il y a plusieurs choses. Tu peux avoir les influenceurs, tu peux avoir des pubs Messenger, tu peux avoir de l'Instagram. Il faut vraiment bien connaître ton produit, connaître le besoin de ton marché. Puis, des fois, c'est du essai-erreur. Puis ça, c'est le plus belle affaire que mon dragon qui m'a dit quand j'ai passé à l'émission Dans l'œil du dragon, là, puis qui m'a chapeauté. Et José, dis-toi, ton défaut, là, c'est que tu es un médecin. Puis il dit, il faut que tout soit parfait, puis l'erreur n'est pas permise. Mais il dit, en marketing, tu n'as pas le choix. C'est du essai-erreur. Fait qu'il dit, là, il faut que tu casses ça, puis que tu essayes des choses. Parce que si tu n'essayes rien, puis tu attends que ça soit parfait, tu ne vendras jamais. Puis si tu ne vends pas, tu ne seras pas capable de faire le marketing, puis tu ne seras pas capable de te développer. Fait que, il a fallu que je casse mon défaut de perfection pour pouvoir m'en aller dans toutes sortes de petites affaires. Puis il dit, au contraire, dans le marketing, tu veux faire des erreurs parce que si tu fais des petites erreurs en début, tu n'en feras pas sur des grosses affaires qui sont coûteuses par après. Ouais. Je trouvais que c'était une phrase extrêmement sage que je retiens. Quand les jeunes partent, là, attends pas d'avoir ton catalogue parfait, attends pas d'avoir ton site web parfait, attends pas d'avoir ton Facebook parfait. Il ne sera pas. C'est un travail de continuité. Mais il faut se lancer, il faut partir à quelque part. Puis, définitivement. Il faut faire du essai-erreur.
Donc, suite à ton témoignage, de ce que je comprends, il y a vraiment deux tangentes au niveau du marketing. Tu as vraiment le marketing traditionnel où ça comprend la radio, les postages, télévision ou peut-être même les petits logos sur les napperons. Et aussi le marketing web qui serait l'autre tangente, un peu plus peut-être nouvelle, où ça comprend Facebook, infolettres, site web. Puis en fond, c'est facile de se mélanger là-dedans. Toi, dans tout ce que tu as essayé, parce que j'imagine que tu as essayé autant de marketing traditionnel que numérique. Est-ce que tu aurais des bons coups à nous donner, des mauvais coups? Qu'est-ce que tu aurais à nous donner comme savoir là-dessus? Ouais, ben en fait, j'ai tout essayé. C'est pas compliqué. Oh, wow, génial. Vas-y, prends la liste. J'ai tout essayé. Et puis, ben c'est ça, tu sais, on met un certain pourcentage. Je dirais qu'en général, c'est peut-être 3% à 5% de tes chiffres de vente doivent retourner dans le marketing. Fait qu'on on a essayé un peu les choses une après l'autre. Okay. Pour De fil en pétale, on a même essayé d'aller sur Amazon. Et puis, parce que c'est un produit spécialisé, que les gens, en général, vont nous envoyer leurs fleurs pour qu'on puisse créer leurs choses, ça n'a pas levé. Donc, ce qui était pour De fil en pétale, moi, ce qui a fait lever, c'est la commande de les rôtisseries Saint-Hubert. Puis après ça, c'était vraiment du marketing téléphonique puis du marketing de déplacement. Là. Je suis allée voir les salons funéraires, j'allais présenter le produit qui était vraiment unique. Je suis tout seul à faire ça. Et ça m'a permis de développer au fil des ans mon chiffre de vente finalement avec eux autres. Puis dans le domaine funéraire, le chiffre de vente est très long. C'est pas après une fois, 2 fois, 3 fois que tu vas les voir, qui vont acheter ton produit. Eux autres, quand ils font des forfaits, les gens vont peut-être décéder des années plus tard, fait qu'ils veulent que tu sois encore là. Donc, tous les nouveaux joueurs, tu dois faire tes preuves, tu dois leur montrer que tu es là, puis que tu es là pour rester, puis que tu vas être encore là dans 50 ans. Donc, ça a pris, je te dirais, une dizaine d'années là, avant que je finisse par décrocher le plus gros joueur, qui est Atos, qui est les Urgel-Bourgie, les Pine-Cloutier. Eux autres, ils ont 400 salons funéraires, sont en train, eux autres sont en train le plus de grossir, puis s'en vont même vers l'Europe. Donc, mais pour ramasser ce gros joueur-là, ça m'a pris 10 ans. Là. Puis, tu sais, quand j'étais dans les congrès, là, j'allais voir les présidents, puis j'allais repasser ma carte d'affaires, puis faut être tenace. Fait que dans la vente, là, il faut... C'est un 7-8 téléphones qu'il faut que tu fasses en général. Ça, c'est une information que les gens en général ne savent pas. C'est pas parce que ton produit n'est pas intéressant, c'est souvent parce qu'ils n'ont pas le temps. Tu sais, moi, je le sais, là, c'est quand les représentants pharmaceutiques m'appellent comme médecin, là, j'ai carrément pas le temps. Ou je vais te rappeler, je te rappelle pas parce que j'ai juste pas le temps. Donc, faut pas être gêné de rappeler les gens, puis de leur demander finalement, puis de les écouter, de leur demander c'est quoi leurs besoins, puis de répondre à leurs besoins. Fait que moi, du côté de fil en pétale, là, je me suis aperçue là, que ça a été vraiment ma vente par rapport à... Puis après ça, du coup, j'étais implantée dans un salon funéraire. Là, c'était de faire du marketing Facebook par rapport aux événements, la fête des mères. Fait que là, les gens savent qu'il leur reste encore des pétales du décès de papa. Puis là, c'est la fête des mères. Fait que là, on va refaire un bracelet à maman. Fait que là, on va repasser des pubs Facebook, mais par rapport aux événements importants. Fait que là, les gens vont se remémorer qu'ils ont des trucs, fait qu'ils vont venir de ce côté-là. D'accord. Le côté médical, là, c'est vraiment de la pub locale. Fait que là, je géolocalise beaucoup plus les pubs. On a essayé radio. Ça va fonctionner, mais à moyen long terme. Qu'est-ce que tu faisais? Des pubs radio, là, des nouveaux appareils qui étaient rentrés à la clinique. Je te dirais que quand on a fait les pubs radio, là, ça a été un 6-12 mois après. On s'est aperçu que là, les gens, là, il y avait la problématique médicale. Cette clinique-là, ils ont ça. On va les appeler. Donc, ça n'a pas été, je vends des tasses à café, puis on passe une pub, venez-vous-en, c'est 2 pour 1. Les gens débarquent. Il y a des montants aussi significatifs. Là, on parle de forfaits souvent qui vont dans les 4 chiffres pour le médico-esthétique. Donc, c'est sûr que si tu fais de la pub radio, il ne faut pas t'attendre à avoir de la conversion rapide. Là. Par contre, on a fait des pubs Facebook, puis c'était des montants de 4 chiffres. On a eu des conversions rapides. Là. On a fait un événement cool récemment.
avec toi, là. Yes. Ça a été, ça a vraiment bien décollé, là. On a booké des rendez-vous pour la clinique en 3 jours. Toutes les plages horaires étaient pleines. Donc, ça répond à un besoin, puis ça répond à un besoin aussi dans le temps. Et là, on s'est aperçu que les gens veulent leur sculpter le corps, mais pour l'été. Donc, là, on est en février, mars pour le printemps. Donc, le timing est bon aussi. Il n'y a pas juste, c'est toute la stratégie derrière le marketing. Là. C'est pas rien que c'est pas juste le média, là. Exact, tout à fait. C'est le temps, c'est l'offre. Il y a tellement de variables à prendre en considération. Donc, si je comprends bien, dans le fond, avec Fil en pétale, on peut dire, dans le fond, que Fil en pétale, en passant pour on remet tout le monde en perspective, c'est plus on vend des produits. Donc là, c'est vraiment, puis pas juste des produits, là, c'est pas juste local, mais c'est plus national aussi. Toi, ce que tu me disais, ce qui avait quand même pas vraiment fonctionné, c'était Amazon, ça avait plus ou moins fonctionné. Facebook fonctionne bien. Dans ton cas, vous, là, vraiment. J'avais essayé des influenceurs aussi, ça n'a pas fonctionné. Okay. J'avais payé 4 influenceurs avec une firme spécialisée pour trouver des influenceurs. Puis on avait un produit qui peut mettre des mèches de fourrure d'animal. Donc, on est allé vers des influenceurs qui avaient des animaux. On a même passé à Salut Bonjour un matin, là, avec l'animatrice qui venait de perdre son chien puis qu'elle s'est mis à pleurer devant tout le monde. Puis ça n'a pas levé, là, littéralement. Il faut quasiment toucher la personne quand elle est dans l'émotion. Puis quand l'émotion va arriver éventuellement, ben c'est ça. Ils vont pas nécessairement penser à de Fil en pétale. Pour ce genre de produit-là, effectivement, c'est quelque chose, comme tu dis, c'est quelque chose qui tu n'as pas besoin de ça du jour au lendemain. C'est pas quelque chose que tu as besoin de constamment. Ça va venir vraiment d'une période spécifique. Puis pour ce qui est de la clinique, où là, on parle vraiment entreprise locale à 100%, pas juste de vente en ligne, mais à 100%. Puis là, on parle pas juste de vente de produits, mais aussi de vente de services. Donc forcément, les stratégies sont un petit peu différentes. Puis, dans ton cas, tu me dis que la radio fonctionnait, mais surtout à long terme. On voyait pas de personnes qui venaient directement vous voir, probablement. Puis Facebook, comme on le sait, fonctionne vraiment bien pour vous depuis le début. Il y avait d'autres aussi, d'autres plateformes ou d'autres stratégies publicitaires ou d'autres channels que vous avez essayé aussi? Ouais. On a essayé les journaux pour la clinique médicale aussi, là, puis ça... c'est des milliers de dollars qu'on met dans des journaux, puis t'as pas la conversion. Les gens vont avoir le numéro de téléphone, le journal va prendre le bar, tandis que Facebook, ben les gens nous écrivaient, ils voyaient la pub pour les varices. Ben gars, moi j'ai des varices. Là, ils nous écrivent, c'est combien pour une consultation? Là, on leur répond tout de suite. Puis ça, c'est quelque chose qu'on s'est aperçu aussi parce qu'on a ouvert une filiale Aphrodite de clinique médico-esthétique à Trois-Rivières en partenariat avec un autre médecin spécialiste. Puis son infirmière, elle a tendance à répondre juste du lundi au vendredi de jour. Fait que les gens qui écrivent de jour, ben, c'est généralement les gens qui sont à la maison, qui n'ont pas de travail, donc des budgets différents. Tandis que nous autres, on répond le soir, la fin de semaine, puis ça décolle vraiment plus. On voit la différence, là. Juste le stress aussi, de la façon que tu vas manager tes réponses. Effectivement. Ça fait toute la différence. Je veux dire, ça n'a pas fonctionné puis ça n'a pas levé du tout parce que les gens même téléphonaient. Puis là, c'était une secrétaire qui semblait moins intéressée à répondre longuement. Tu sais, quand les gens appellent pour payer, ben c'est pas pareil comme quand une secrétaire d'hôpital. Il faut vraiment pouvoir être capable, quand les gens appellent, de faire ta conversion, de répondre adéquatement. Ça avait coupé il y a quelques secondes. T'as beau faire la pub, mais c'est le reste aussi. Comme je te dis, c'est un travail d'équipe, là. Tout à fait. Ça avait coupé il y a quelques secondes, mais j'ai quand même compris ce que tu voulais dire. Je pense que aussi, au cas où ça a coupé, je pense que ce que tu voulais dire, dans le fond, c'est que ça dépend vraiment aussi là, du temps, puis il y a un paquet de variables, dans le fond, qui vont jouer, puis le jour même ou le soir va vous apporter un public cible aussi différent. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Justement, par rapport à ça, avec Aphrodite, ou du moins avec tes multiples cliniques, il y a la publicité Facebook, mais est-ce qu'il y a eu d'autres aussi tactiques en marketing web qui ont été essayées puis qui avaient moins fonctionné ou qui fonctionnent différemment? Est-ce que vous faites de l'infolettre ou comment ça fonctionne? Oui, on fait de l'infolettre pour de Fil en pétale. Ça fonctionne super bien. Quand on garde 6 mois les pétales puis les perles supplémentaires après un événement,
que souvent, les gens, quand ils ont reçu les produits, ils disent « Oh mon Dieu, c'est donc bien beau ». Mais là, ils ne savent pas que nécessairement qu'il nous en a resté. Donc, quand on envoie une infolette, ben là, vos perles sont échues, vos pétales sont échus, on va les détruire parce qu'on peut pas garder non plus un inventaire à n'en plus finir. Fait qu'on les conserve pendant 6 mois. Ben là, les gens, notre taux de conversion, là, une infolette avec de fil en pétales, c'est au-dessus de 50 %. Wow. Fait que 1 sur 2 va nous refaire une recommande avant qu'on discarte là, les pétales de l'événement qui les a touchés. Puis pour ce qui est de la clinique médicale, ben oui, des fois, on va envoyer des infolettes, mais on s'est fait un peu avertir par le Collège des médecins du Québec. C'est ça. C'était à la limite du bon goût et de notre code de déontologie. Donc, on se ralentit un peu sur les infolettes. Mais effectivement, dans ton cas, toi, c'est vrai, c'est différent un petit peu parce qu'il y a un côté légal, mais en général, puis je veux dire pour la plupart des entreprises, l'infolette pour les entreprises locales, c'est quelque chose qui fonctionne vraiment bien parce que c'est une façon de rejoindre directement votre public cible. Puis je pense que quelque chose qui est important avec les entreprises locales, que les gens des fois, on peut peut-être tendance à oublier parce qu'ils pensent faire de marketing comme si c'était une grosse firme. Mais surtout quand tu fais du marketing pour une entreprise locale, c'est du people to people. Puis il y a des bonnes chances que ces personnes-là vous connaissent peut-être déjà, ou du moins, il y a déjà un bon réseau autour. Donc, forcément, le message doit être pensé de façon différente, c'est sûr. Puis l'infolette, ben moi, il y a un problème, j'ai toujours une solution. Fait que les infolettes pour la clinique médicale, on peut pas les envoyer. Par contre, j'ai les dates de naissance. Fait que j'envoie une infolette pour souhaiter bonne joyeuse fête ou un joyeux Noël. Très bonne stratégie. C'est super ça. Le collège, je peux pas dire que c'est pas fin que le docteur envoie une carte de bonne fête à sa patiente. Fait que... Puis, mis à part ça, mais toi, une entreprise locale, dans ton cas, toi aussi, c'est du médico-esthétique. Donc ça, il y a ça à prendre en considération parce que pour chaque industrie, évidemment, le succès va être différent pour chacun. Tu sais, pour fil en pétale, il y a que ça qui fonctionne bien, tandis que l'autre peut-être pourrait fonctionner moins. Pour Aphrodite, on a Facebook, on l'a mentionné, qui fonctionnait bien avec le médico-esthétique. Y avait-il d'autres channels que tu as essayé dans le passé qui fonctionnaient moins bien pour la clinique? Ben, en fait, pour la clinique, c'était surtout Facebook, là, qu'on y allait. Puis encore là, je te disais, c'est le succès, c'est l'équipe. Puis c'est que toi, tu avais des feedbacks de moi. Je te disais, ben là, j'ai plein de messages les gens, ils ont cliqué sa photo et puis c'était une erreur. On n'avait pas la même conversion ou le même reach. On n'arrivait pas à atteindre les bonnes personnes, parce que là, on se ramassait avec 8-10 courriels à chaque soir, que c'était des gens qui ne voulaient pas nous contacter, puis qui étaient tombés là-dessus. Fait que là, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on a changé? Qu'est-ce qu'on a modifié? Et puis là, après ça, on s'est aperçu que de passer dans un autre chemin sur Facebook, écoute, après ça a explosé. Là, je veux dire, on atteignait les bonnes personnes, puis là, le téléphone ici, ça ne dérougit pas, puis... mis à part Facebook a quand même vraiment bien fonctionné. Est-ce qu'il y a eu d'autres plateformes en ligne que vous avez essayé, soit plateforme publicitaire ou SEO, que vous misez? Oui, au début des 2 cliniques, là, on a essayé Google Ads et puis le taux là, de conversion était beaucoup trop cher pour... on a arrêté ça rapidement. On s'est demandé si c'était pas la ville. Puis on l'avait essayé à Montréal, on l'avait essayé aussi à Trois-Rivières. On en est venu aux mêmes conclusions. Là. Ouais, c'est assez bizarre parce qu'en fait, pour vous faire un petit résumé de la situation aussi, c'est que j'ai travaillé avec d'autres entreprises qui baignent dans le médico-esthétique. Puis c'est important pour vous autres qui écoutent en ce moment de comprendre le principe. C'est que c'est bizarre aussi. C'est bon de tout tester aussi, comme José, tu le disais si bien, parce que pour certains clients, eux autres, Google Ads fonctionne vraiment mieux pour eux. Dans le médico-esthétique, ça fonctionne mieux pour eux, ou du moins fonctionnait mieux pour eux. Puis dans le cas ici, c'est complètement le contraire. Mais encore là, ça va aussi avec les personnalités d'entreprise, puis les styles, puis les modèles d'affaires. Puis c'est ça, dans le cas à vous, ça avait effectivement vraiment pas beaucoup fonctionné, surtout comparativement à Facebook, où on voyait définitivement une tangente. Puis c'est là que ça se passait pas mal. Puis encore aujourd'hui, c'est là que ça se passe. Mais avec Facebook, il y a une affaire qui est intéressante parce que les types de campagnes qu'on a ensemble sont différents un peu. Puis je pense que pour les entreprises locales, c'est quelque chose qui est pas assez utilisé puis qui fonctionne super bien. Puis ça peut être bon autant pour l'entreprise de service, surtout pour les entreprises de service, mais aussi
pour des entreprises qui vendent des produits, peut-être des produits qui sont un peu plus chers. Je fais référence ici au type de campagne sur Facebook, puis des campagnes publicitaires de type Messenger. Fait que dans le fond, plutôt que lorsque la personne voit une publicité, dans le fond, à place de l'envoyer sur le site web d'Aphrodite, dans le fond, vous, ce que vous faites, vous démarrez une conversation Messenger avec cette personne-là. Puis oui. dans le fond, c'est là que ça commence, la conversation. Puis après ça, suite à ça, la personne peut soit prendre rendez-vous, du moins elle a eu l'information qu'elle voulait obtenir, mais le point de communication se fait vraiment sur Messenger par l'entremise de la publicité avec les audiences X qui sont définies. Est-ce que c'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça qu'on fonctionne? Puis toi, tu me témoignes définitivement que c'est quelque chose qui fonctionne bien là, dans ton secteur d'industrie. Oui, parce que tu les ramasses quand ils ont l'intérêt ou quand ils ont leurs questions. Fait qu'on leur répond immédiatement. Puis on est une équipe de 5. Là. Fait que ça sonne ces 5 téléphones. Le premier qui ramasse, répond à la question. Puis moi, j'ai fait des templates. Là. Donc, c'est souvent toujours les mêmes questions. Fait qu'on a tous ça, hein? les réponses déjà programmées, puis on les embarque. Fait qu'on n'a pas besoin de retaper à chaque fois la réponse. Puis quand on a ouvert Trois-Rivières, j'ai fait la même chose. Là. Fait que je leur ai envoyé les templates. Exact. Puis, mais j'ai une question par rapport à ça, par contre, parce que tu vois, quand on fait de la pub sur Facebook, il y a quand même quelque chose de différent dans le sens où, avec tes types de campagnes actuelles, parce que d'habitude, une pub traditionnelle, on va penser à la personne, on l'envoie sur le site web pour que celle-ci obtienne plus davantage d'informations sur les traitements ou sur les types de laser ou peu importe. Puis après ça, celle-ci va être invitée à soit avoir chatté sur le site ou bien envoyer une demande d'information. Mais dans notre cas, nous autres, même pas, on les envoie même pas sur le site web directement en conversation. Fait qu'il y a une grosse différence entre les deux. Penses-tu que ça joue pour beaucoup dans les conversions ou tu penses que ce serait bon de tester les deux d'après toi pour quelqu'un? Qu'est-ce que tu suggères à ce niveau-là? Nous, une fois qu'on les a sur Messenger et qu'on a répondu à leurs questions, après, on les envoie sur le site web. Et souvent, quand on les a, on va leur demander s'ils veulent avoir un rendez-vous pour avoir plus d'informations. Là, on va les ramasser. Ils vont nous donner leur numéro de téléphone. Puis là, on fait des screenshots de notre cellulaire. Puis on envoie ça par courriel à notre secrétaire. Elle les rappelle. Ils n'ont pas à se battre pour avoir la ligne de téléphone non plus parce que c'est aussi une clinique médicale. Là, donc, des fois, c'est dur d'avoir la ligne de téléphone. C'est comme ça aussi qu'on n'en échappe pas. Là. Pour nous autres, là, c'est important qu'ils ne passent pas par le site web avant de s'en venir. Là. On veut les avoir tout de suite. On veut leur numéro de téléphone tout de suite. Donc, pour récapituler, dans le fond, Messenger, c'est définitivement pour vous clé. Puis je pense que ça résume aussi quelque chose d'important dans le concept de vente aussi. C'est le bon d'avoir la conversation le plus vite possible avec la personne, pour être capable de comprendre ses besoins et être capable, dans le fond, de savoir si on peut l'aider ou pas. Parce que si on envoie quelqu'un sur le site web, il n'y a pas de conversation qui se crée. Peut-être que la personne elle a une question, mais elle n'est pas répondue. Si elle n'est pas répondue sur le site web, elle va peut-être penser à autre chose quand peut-être, dans le fond, vous l'aviez, cette solution-là. Donc, c'est très intéressant comme stratégie. Puis j'imagine que c'est quelque chose qui pourrait s'appliquer aussi pour plusieurs autres industries. Je le confirme en passant. Ça peut être le droit, ça peut être des avocats, par exemple. Je crois que les avocats, par contre, il y a certaines lois pour la publicité, mais ça peut être plusieurs entreprises de services définitivement là, pour qui ça pourrait fonctionner. Par rapport au marketing et entreprises locales, je sais que c'est pas vraiment relié, mais l'importance de s'impliquer dans sa communauté, est-ce que tu penses que ça fait un effet sur le marketing? Énormément. C'est l'autre chose que je m'en allais dire, là, c'est de s'impliquer dans la communauté. Là, ce qu'on voulait faire, nous, c'est quand le COVID va être terminé, mais faire un genre de lavoto et de ramasser des fonds. Faire une porte ouverte pour la clinique. Donc, les gens vont pouvoir rentrer dans la clinique, voir les services qu'on donne, venir voir les produits qu'on a à de fil en pétale, mais faire un genre de lave-auto. Donc, les employés, on est là. On lave à la main les autos, puis après ça, on va redonner une fondation ici à l'intérieur de la ville. Moi, je sais que la propriétaire de la retraite Saint-Hubert là, est toujours impliquée là, dans des marches dans la ville pour Alzheimer, puis son Saint-Hubert roule à peine à planche, là, mais est impliquée partout. Ça, c'est un de mes beaux modèles d'affaires, c'est elle.
Donc, on essaie aussi un petit peu de faire ça. Puis, j'essaie aussi toujours de faire des compléments. Comme là, on a fait un événement cool. Les gens venaient pour remodelage corporel parce qu'ils n'aiment pas leur bourrelet, puis ils n'aiment pas leur tissu graisseux. Mais tu sais, j'ai rentré une nutritionniste aussi, puis elle était en consultation gratuite toute la fin de semaine. Fait que les gens qui venaient voir pour le Cool Sculpting, ben ils pouvaient aussi consulter gratuitement la nutritionniste. Puis de notre côté, ben elle pouvait faire une offre de service. Fait qu'elle s'est retrouvée à ramasser des nouveaux clients. Fait que tu sais, finalement, là, c'est un partenariat de gagnant-gagnant-gagnant, là. Moi, je pouvais aider la personne en totalité, s'attaquer à la problématique des fois de la nutrition. Après ça, moi, je pouvais parler des solutions que j'avais moi, avec les appareils. Puis la nutritionniste, ben elle aussi, elle avait gagné là-dedans. Fait que tout le monde gagnait, là. Tout à fait. C'est de compléter l'offre de service, puis de faire... Moi, je suis beaucoup dans l'enseignement aussi. Donc, j'essaie de plus en plus là, de faire des vidéos live avec de l'information puis de l'enseignement. Fait que je m'en viens avec ça. J'ai commencé à en faire un peu, là. Mais faire de la formation en ligne, là, c'est quelque chose aussi là, qui est gagnant dans le niveau marketing parce que là, tu informes ton client. Là. Effectivement. Mais c'est intéressant ce que tu me dis là, puis ça me sort, j'ai une petite réflexion par rapport à ça, mais ça va aussi avec l'offre. Hein? Quand on parle de publicité, nos publicités fonctionnent super bien, puis ci et ça, mais ça va avec l'offre aussi. Les choses qu'on met de l'avant sont vraiment intéressantes. Puis ça, c'est important parce que si vous mettez quelque chose de l'avant qui vaut cher, surtout, c'est plus dur de le convertir parce qu'il faut que tu ailles chercher la confiance des gens, il faut que tu ailles chercher le besoin aussi, etc. Donc, des fois, c'est bon d'avoir un genre de funnel, un genre d'entonnoir de vente. Dans ton cas, toi, par exemple, ce que vous avez fait là, c'est carrément d'avoir une nutritionniste sur place. Tu sais, c'est pas directement relié à ce que tu vends, mais c'est quand même, tu sais, c'est connexe, puis ça apporte beaucoup de valeur aux yeux des gens. En plus d'être là pour vous présenter aussi comment vous pouvez aider en complément avec tout ça, parce que ça s'harmonise tout bien ensemble. Si tu mets ça de l'avant, c'est facile c'est sûr que ça va mieux pogner qu'une publicité, par exemple, qui va dire, hey, achète ma solution à 1500 $ ou 2000 $ quand la personne ne sait même pas encore qu'est-ce qu'elle en a besoin ou qu'est-ce que c'est. Tu sais, c'est vraiment un gros travail d'éducation. Fait que je pense que tu as mis le doigt là-dessus. C'est un travail d'éducation, deux, puis d'avoir une bonne offre définitivement. Je vais te poser une question maintenant. Aujourd'hui, en 2021, parce que tu sais, les choses changent vraiment vite avec le COVID, avec tout ce qui s'est passé. Tu sais, tout se transforme, puis ce qui fonctionnait hier ne fonctionne plus aujourd'hui. Comment tu vois ça en 2021, toi, en général, par rapport au marketing web pour une entreprise locale? Comment tu vois ça? Qu'est-ce que tu penses, premièrement, qui seront les plateformes les plus importantes cette année en termes de... Ben, cette année, c'est sûr que Facebook, c'est le leader. Là. Tu peux pas passer à côté de ça. Instagram, les jeunes sont là, tout le monde est là. Puis même Facebook, là, les jeunes en 50, 60, 65 ans là, sont là-dessus aussi. Là. Qui n'a pas 1000%. De tablette? Qui n'a pas de compte Facebook? C'est tellement facile de géolocaliser les gens puis de faire ton offre de service. C'est un must. Là. Tu peux pas passer à côté de ça. Non? Mm-hmm. Puis justement, dans Facebook, par rapport à ça, pour vous qui mettez beaucoup d'efforts dans la gestion de vos pages, puis vous publiez des vidéos, vous vous impliquez beaucoup, vous êtes très impliqué sur la publication. Ça fait longtemps que vous publiez. J'imagine que tu as dû voir à travers le temps un énorme changement avec Facebook, n'est-ce pas? Parce que ça change tout le temps, mais pour toi qui as commencé comme en 2010 avec le tout, j'imagine que tu as dû voir beaucoup de changements avec Facebook. Oui. Genre, le porte-monnaie, il fallait mettre plus de sous pour pouvoir être un petit peu plus vu. Mais puis au début, on faisait des concours. Puis là, tout le monde partageait le concours, tout le monde partageait la page. Mais je me suis aperçue avec le temps que les gens qui suivaient ou qui likaient la page, c'était pas nécessairement des gens qui étaient intéressés à ton produit. Donc, c'est un couteau à double tranchant. Là, maintenant, on a ciblé plus des followers, des gens qui suivent la page, qui sont intéressés à notre produit. Donc, quand on passe une publication sur le mur ou qu'on passe de l'information, ben c'est un public qui est plus ciblé. Là. Mm-hmm. Donc, oui, j'ai vu cette transformation-là dans les 10 dernières années. Puis,
le nombre de partages là, qui diminue avec si tu mets pas si tu boostes pas la page, parce qu'il faut maintenant, c'est rendu un commerce. Là. C'est ça, mais en fait, tu pourrais vraiment pas dire mieux. En fait, je pense que ce qui a changé là, avec le, tu sais, c'est sûr qu'il y a eu un paquet de changements, là, des petits changements techniques, comme par exemple des campagnes Messenger, on pouvait pas faire ça dans le temps. Aujourd'hui, il y a un paquet de types de campagnes différentes, il y a le Pixel, il y a ci et ça. Mais je pense que le gros changement là, pour une entreprise locale avec Facebook, là, c'est vraiment la portée des publications, parce qu'effectivement, ça fait juste réduire à travers le temps. Parce qu'avec Facebook, il y a un peu un petit slogan qui est You gotta pay to play. You gotta pay to play. Puis, on n'a plus le choix maintenant. Puis c'est pas juste des campagnes de publicité, c'est aussi des publications même, parce que sinon, tu sais, justement, tous les efforts que tu mets pour rejoindre les gens de ta page, le contenu que tu publies, tout aussi, sachant qu'une publication sans portée payante, tu vas rejoindre à peu près 5% maximum peut-être des fans de ta page. Est-ce que ça vaut la peine à ce moment-là de faire des publications sachant ça? Ben non, on ne fait pas le choix de sponsoriser à ce moment-là parce que sinon les gens ne le voient pas. Donc, je pense qu'effectivement, tu as raison, c'est définitivement le gros changement avec Facebook à travers le temps. Sinon, à part ça, avec Facebook aussi, il y a quelque chose qui, surtout pour les entreprises locales, vous le faites super bien, puis j'aimerais savoir que peut-être vous pouvez donner deux, trois petits trucs à nos auditeurs par rapport à ça, mais les Facebook Live, comment ça fonctionne? comment tu réussis à bien faire ça? Qu'est-ce que tu fais? Dis-nous tes secrets, Josée. Ben, en fait, je pense que c'est beaucoup à l'interne. Il y en a une qui va avoir une idée là, qui pop-up là, où elle me dit « Ah, Josée, ça fait 3 ou 4 fois là, j'ai des questions, mettons, en clinique médicale sur l'acné. De fil en pétale, là, ça fait 2 3 là, qui ont des animaux qui sont décédés. Ils ne savaient pas qu'on avait des produits, qu'on pouvait mettre une mèche de fourrure à l'intérieur de la breloque. Fait que là, je vais aller chercher mon lapin puis on va le faire courir dans la clinique. Puis on va faire une pub avec ça. Fait que c'est souhait qu'on va essayer d'avoir des images accrocheuses, un sujet accrocheur, puis un produit ou un service que les gens savent pas qui est disponible. Puis c'est ça qu'on va mettre de l'avant. Là. Ouais, définitivement. Puis avec le live, mis à part ça, est-ce que y a-t-il des heures, tu penses, qui changent ou lorsque d'avoir plus de portée ou pas, ou y a-t-il des heures que tu suggères plus peut-être pour partir en live? Je pense qu'il faut aller voir la clientèle qui nous suit, voir le trafic, à quelle heure il est, quelle journée qu'il est. Tout ça, c'est personnalisé. Là, fait que tu t'en vas voir dans tes statistiques quel est le meilleur timing. Mais je te dirais, nous autres, là, c'est les jeudis matin, vendredi matin. Là, ça va être vu là, pendant la fin de semaine. Puis avec la clinique de médico-esthétique, quand vous faites un live, par exemple, c'est quoi vous faites? Qu'est-ce que vous mettez de l'avant exactement? Ben là, tu vois, je viens de mettre la nutritionniste. Donc, j'ai annoncé que la nutritionniste allait être live quelques heures plus tard. Puis après ça, quand on l'a mis live, ben là, on avait déjà des questions que le public avait posées. C'est ça, hein? Parce que... Oui, même chose là, quand j'ai fait un live là, sur l'appareil là, pour le cool sculpting. Ben, j'avais demandé aux gens là, si vous avez des questions, posez-moi là. Qui connaît, c'est thumbs up, thumbs down en bas, qui connaît l'appareil. Écoute, j'ai eu un paquet de ça. Personne ne connaît ça. OK, on va expliquer. Oui, mais c'est ça, hein, c'est une bonne façon de sonder sa clientèle. Mais effectivement, ouais, c'est ça. Pour les lives, les Q&A, c'est quelque chose qui effectivement est une bonne plateforme parce que c'est live, les gens peuvent vous écrire dans le fond, puis vous pouvez interagir avec eux autres, puis ils peuvent poser des questions. Donc, c'est vraiment un moment idéal dans le fond pour ça. Mis à part ça, des concours aussi, est-ce que vous en faites des fois sur live ou pas vraiment? On en fait de moins en moins. Là, ce qu'on a commencé à faire, c'est des stories avec des questions. OK, oui. C'est connaissez-vous? Oui, non. Connaissez-vous les neuromodulateurs, qui est le Botox? Oui, non. On commence à sonder comme ça là, les gens. Fait je trouve ça le fun là, de savoir c'est quoi qu'ils connaissent, qu'est-ce qu'ils connaissent pas, puis où est-ce qu'il faut aller là, dans notre information. Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais écoute, Josée, avant qu'on se termine, qu'on termine cette belle discussion, je vais te poser une dernière question, quand même un peu large, mais je me mets dans la peau là, de quelqu'un qui commence son entreprise locale, pignon sur rue, puis là, elle ne sait pas trop quoi faire avec son marketing. Tout produit, tout type d'entreprise confondu. Qu'est-ce que tu suggères à quelqu'un comme démarche pour savoir qu'est-ce que serait mieux pour elle
comme type de marketing pour son entreprise? Moi, je leur suggère de faire des cours. Beaucoup de cours. Moi, j'ai fait énormément de cours. J'avais été subventionnée par le CQCD, là, le Commerce québécois de commerce de détail, le Conseil québécois de commerce de détail. C'est là, d'ailleurs, qu'on s'est rencontrés. Mais ici aussi, au niveau local, là, le Cégep, il offre des cours pour le marketing. Il y a plein de podcasts comme que tu es en train de faire. Il y a des... c'est vraiment, tu sais, il y a une source infinie d'informations sur le marketing. Moi, j'avais zéro connaissance dans la business, dans la comptabilité, dans le marketing. Puis j'ai tout été chercher l'information un peu un après l'autre. Puis c'est faire des webinars, puis faire de la formation, d'être curieux. Puis après ça, ben, quand tu commences à faire un peu plus de ventes, ben là, tu t'en vas te chercher du monde qui va venir travailler en équipe avec toi. On va chercher meilleur. Et puis, ça, ben, ça te permet, d'aller encore augmenter ton chiffre de vente. Puis tranquillement, ben, tu grossis. Il faut avoir une courbe de croissance aussi qui est adéquate parce que si tu vas trop vite, ben, il y a bien du monde qui se sont plantés. Ben oui. Même des dragons, on en a vu. C'était l'année, je pense que c'était des courbes de croissance adéquates, puis de toujours rester dans le plaisir là-dedans. Ouais. Mais, tu sais, c'est de la formation continue. C'est ça le secret, là. C'est d'être curieux, puis de lire, puis il y a des livres, puis il y a des webinars, puis c'est là vers ça là, qu'il faut aller. Là. Tout à fait. Très bonne suggestion. Je pense que je pourrais pas dire mieux. Josée, j'aimerais ça conclure en disant que c'est toujours un plaisir merci d'être venu en passant parce que c'est vraiment pour moi un honneur. Puis ça fait longtemps qu'on travaille ensemble, puis c'est définitivement une source d'inspiration pour moi. Pas juste au niveau de ton ardeur au travail, mais aussi ton positivisme. Je pense que c'est quelque chose qui marque beaucoup. Toujours façon de trouver du positif avec toi. Puis ça, je pense que c'est le fun parce que ça rend le travail beaucoup plus, dans le fond, beaucoup plus efficace puis le fun. Effectivement. Puis quand tu es de bonne humeur puis que tu as une certaine vie équilibrée, puis c'est toujours ça que je vais dire aux gens, là, quand c'est plaisant de travailler, des fois on travaille trop, mais il faut pas oublier aussi, il y a la famille, il y a des enfants, pas oublier de faire du sport. Puis quand on est équilibré dans tout ça, ben ça permet de rentrer avec le sourire. Puis là, si t'es de bonne humeur, ben t'es pas irritable. Donc, toute ton équipe va s'en suivre. Puis tout le monde va être de bonne humeur à la job. Puis là, tout le monde va vouloir venir travailler dans ton équipe. C'est une roue qui tourne. Ta prochaine étape, ça devrait être écrire un livre. Là. C'est ça. C'est les 2 minutes de sommeil qui me restent. Merci Josée, ça fait vraiment plaisir de t'avoir eu aujourd'hui. Puis merci pour les bons conseils. J'espère que ça va aider plusieurs personnes aujourd'hui